Il est assez étonnant, je trouve, que notre pays se retrouve dans des situations de conflit d'intérêts uniquement à l'occasion de crises paroxystiques de société et que peut-être notre pays les a accumulées depuis 20 ou 30 ans. Peut-être cela a à voir avec peut-être une absence de définition légale du conflit d'intérêts. Je me pose la question, pas de réponse. On voit très bien que lorsqu'on a parlé du problème du vaccin H5N1 avec les conflits d'intérêts au niveau de l'OMS, c'est uniquement parce que la maladie, l'épidémie n'est pas survenue dans sa gravité et que brutalement, on a pu s'interroger sur les conflits d'intérêts. L'affaire Bettencourt, s'il n'y avait pas eu ce conflit familial entre la fille et la mère, personne ne se serait intéressé à tel ou tel ministre. Et on voit très bien que, pour le problème de l'amiante, les conflits d'intérêts entre les médecins et l'industrie a permis, au fond, que la France soit un des pays les plus retardataires dans l'interdiction de l'amiante. Alors, Laurent Lantieri a eu tout à fait raison de rappeler que la médecine est un conflit d'intérêts presque ontologique, et que personne ne connaît aucun médecin qui n'a pas cédé un jour à un conflit d'intérêts. Quand je m'intéressais au sida, quand il faut intégrer 35 malades avant le 1er avril pour un essai médicamenteux, qu'on est à 34 et que si dans son hôpital on n'a pas intégré les 35 malades, on va être écarté, la pression qu'on va exercer sur le 35e malade en lui disant l'intérêt qu'il va avoir à participer à cet essai, fait qu'on oublie peut-être normalement son propre intérêt. Au fond, le danger majeur contemporain, qui n'est pas le danger du XVIIIe siècle ou même la médecine du XXe siècle, c'est que la médecine a fini par avoir une dépendance quasi absolue à l'économie. Donc on disait, fin du XXe siècle, le malade dépend au fond de plus en plus de la connaissance, de l'expertise de son médecin, et que ce qui se passe à la fin du XXe siècle, début du XXIe, c'est que l'aliénation du malade et du médecin à l'économie est devenue un problème majeur, et que la médecine étant une activité économique a fini par faire perdre de vue quelquefois, au fond par le biais dont on a parlé, l'intérêt réel du malade. Et dans ce domaine, je suis frappé, mais c'est toujours très facile d'en parler a posteriori, comment dans l'éducation médicale, le mot conflit d'intérêt n'apparaît même pas sous la forme, non pas de la première année ou de la deuxième année, mais il n'y a pas 5 secondes. Je pense que c'est la première fois que dans une université, on aborde ce problème de façon très réelle. Je l'ai abordé en Tunisie, c'est assez étrange, en octobre 2010, et j'étais frappé de voir l'avance des Tunisiens sur ces questions. Au fond, comme si eux-mêmes avaient une conscience citoyenne qui n'est peut-être pas indifférente à ce qui a pu se passer. On voit très bien que, au fond, cette éducation absente totalement de l'université, qui fait que jamais un étudiant ne s'interroge sur les conflits d'intérêts dans un dépistage. Alors que, quand on parle de dépistage néonatal de la surdité, oui, on s'aperçoit aussi que qu'est-ce qui finance les campagnes de promotion? C'est Siemens. Quand on fait des dépistages généralisés, mammographie, coloscopie, on ne s'interroge jamais sur ceux qui financent ces appareils, ceux qui vont financer les coloscopes, et on ne va pas faire de différence entre les coloscans et coloscopies, parce que cela mettrait éventuellement en péril telle ou telle industrie qui est présente dans cette situation. La situation du conflit d'intérêts, moi, qui m'a le plus frappé par son absence de réponse, c'est les phases 1 en cancérologie. Quand on va essayer un nouveau médicament en cancérologie chez un malade qui est sans espoir thérapeutique et qu'on va lui donner pour évaluer la tolérance de ce médicament et non pas son efficacité, et qu'on va le donner, au fond, au nom de la société, au nom de l'ensemble de la médecine, on va donner à ce pauvre malade atteint d'un cancer en phase généralement terminale, en lui disant cette nouvelle molécule qui a été expérimentée chez l'animal a peut-être des effets, mais on va lui donner une information qui est naturellement biaisée, mais elle est biaisée, elle est presque biaisée de façon transparente, et que, au fond, le malade lui-même, il est victime parce que jamais on ne lui dira ce qui devrait être fait,
que la molécule qu'on lui donne n'a aucun intérêt pour lui. C'est à la phase 2 qu'éventuellement l'intérêt pourra être donné. Et que même le principe de précaution qui a envahi tous les prétoires est un principe qui peut servir de façon opportuniste. Je me souviens de tel ou tel laboratoire qui a utilisé le principe de précaution pour sortir, par exemple, des hormones gonadotrophiques issues du génie biologique plutôt que des urines de femmes enceintes, au nom du brandissement du principe de précaution qui était en fait une façon opportuniste de protéger son entreprise. On voit très bien donc que, au fond, cette vision française de dire conflit d'intérêts, moins on en parle, mieux on se porte et qu'on va essayer de faire des lois, on est tout de même, on arrive très en retard. J'étais frappé de voir que l'été 2010, alors est-ce que Obama a joué un rôle? L'université de Harvard, dont Lantieri disait il y a quelques minutes que les économistes touchent des sommes faramineuses et enseignent. L'université de Harvard, de Princeton et de Yale ont décidé qu'aucun universitaire ne pourrait parler dans une instance académique si sa conférence était payée et s'il recevait un subside pour cette conférence. Dans un congrès international tenu aux États-Unis, actuellement, aucun congrès ne peut avoir une entrée pour un laboratoire qui est la même que celle du congrès. Les subventions données à la formation médicale continue aux États-Unis, été 2010, dans ces 3 universités, ne peuvent pas dépasser 10%. En France, on sait très bien qu'on est à l'ordre de 90% et que la formation médicale continue est une promotion médicale continue. Et au fond, cette vision toujours d'essayer de se dire que c'est des sujets un peu trop compliqués finissent par faire oublier que d'autres pays ont pris des mesures et les États-Unis ne sont pas un pays où le capitalisme n'est pas roi. C'est-à-dire qu'au fond, un pays capitaliste est presque beaucoup plus sensible aux conflits d'intérêts possibles pour prendre des mesures d'une extrême rigueur. Alors, je ne reviendrai pas sur la transparence, mais on voit très bien que cette situation depuis 20 ou 30 ans avec le problème des brevets, quand un chercheur est sommé non seulement de publier, et Laurent Lantieri a tout à fait raison de montrer la contradiction, sauf si on donne son nom sous prétexte qu'on occupe un certain rang dans la recherche et que même dans les revues les plus célèbres, même sans avoir écrit l'article, on met son nom en premier ou en dernier parce que cela va permettre de valoriser l'article. Et on voit très bien comment Nature ou même Science ont été compromis, même les revues les plus célèbres ont été compromis dans ce genre de situation. Donc, au fond, la vision, c'est que on pourrait demander d'avoir des médiateurs. Mais les médiateurs eux-mêmes, ça ne peut pas être fait de façon généreuse. Un médiateur a besoin d'être payé, il a besoin d'être... Alors, qui va le payer? On voit très bien que le recours à la médiation n'est pas toujours une solution aussi simple. On parlait du soin, mais peut-être le conflit d'intérêts majeur de 2011 dans notre système de santé, c'est au fond la domination sans limite de la tarification de l'activité. Tous les médecins français sont pris dans un espèce d'étau entre l'intérêt du malade et de recevoir tel malade qui manifestement ne coterait pas de façon très élevée dans la T2A et de le renvoyer ou de l'accepter et d'être en contradiction de conflit d'intérêts avec son administration et avec éventuellement les ressources économiques. Conflit d'intérêts quand les laboratoires ne publient jamais les essais négatifs. Je me souviens très bien avoir participé moi-même à un essai de vaccin contre le VIH et pourtant financé par un des grands laboratoires, Institut Pasteur, Sanofi, Aventis, et quand on s'apercevait que cet essai n'apportait absolument rien et qu'on demandait à publier ces résultats négatifs, que l'échec de la vaccination, eh bien Sanofi Pasteur interdisait en disant « on verra plus tard, mais de toute façon on n'a pas à témoigner de ces résultats négatifs ». Je crois que, pour terminer, la question, effectivement, et je crois qu'on avait raison de parler du droit, et que si on a une dictature du droit, cela aboutirait à une sorte de procès d'attention permanent
et qui serait probablement sans limite. Je crois que la notion d'honneur, la notion au fond de mise à l'écart, cette notion non pas seulement de loyauté, mais il est beaucoup plus grave d'être mise à l'écart d'une société professionnelle si on est pris dans une situation clandestine de conflit d'intérêts, plutôt que d'avoir cette menace d'incarcération qui, par sa brutalité et son excès probablement, n'est jamais appliquée. Je crois que c'est une réflexion centrale de la médecine pour le futur, mais une réflexion centrale qui oblige peut-être à ce que les médecins se ressaisissent et ne soient pas tétanisés par leur dépendance du système économique qui, comme Laurent Lantieri le dit très justement, au fond, la recherche, si on n'a pas des grantes, si on n'a pas des subventions, comment peut-on la faire? Et cette difficulté de ne pas, cette difficulté de pouvoir conserver au sein même du service public, le paradoxe c'est que le service privé, sa transparence est évidente. Quand on travaille chez Bristol Myers Squibb, on sait très très bien que celui qui est employé va probablement défendre à juste titre et personne ne peut lui en vouloir. Mais quelqu'un pour lequel on a le sentiment qu'il est un acteur public et que cet acteur public va pouvoir utiliser le biais de cette promotion médicale sous l'allure d'une conférence universitaire devrait pouvoir faire partie d'une forme d'enseignement. Et si l'éthique devait avoir une place dans l'université, ce qu'à mon avis, elle n'a pas encore atteint dans le cursus médical contemporain, ce n'est pas tellement Aristote ou tel philosophe que le conflit d'intérêts au sens le plus concret du terme. Et je pense qu'une éducation qui prépare l'étudiant, comme au fond, comme nous-mêmes, au fond, à la fin de ma vie professionnelle, je me suis rendu compte qu'on avait très très peu réfléchi à ces questions et qu'un étudiant qui réfléchit a beaucoup moins de chances d'être pris dans cette nasse que quelqu'un qui a été formé et dans cette réflexion. Merci.